Alors, bonjour à tous, je m'appelle Olivier. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de DevOps Days pour avoir mis en place cet événement et puis vraiment nous gâter avec du contenu, mais aussi une expérience très, très agréable. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et puis, si on regarde... Donc, le titre de la présentation, c'est « Que peut-on apprendre de la bossa nova ?» Arriver à une expérience de développement qui est simple et élégante. Donc, on va parler d'expérience développement. Cette présentation va nous amener au Brésil, notamment au travers de 2 retours d'expérience sur des projets qu'on a fait avec des clients au Brésil. Mais avant d'arriver au Brésil, je vous propose de démarrer le voyage au Japon, à la fin des années 90, et donc c'était une période où Hello Kitty n'était pas encore arrivé sur la plage de Rio. Alors pourquoi le Japon? C'est simplement parce que j'ai habité 4 ans au Japon. En 1997, après avoir étudié l'informatique à l'université de Fribourg, je suis parti au Japon pour faire un doctorat. Donc 1997, c'était l'époque où le web était encore très largement du contenu statique et était en train de devenir une plateforme de développement applicatif. Le but et le cadre de mes recherches, c'était de dire qu'après cette vague de développement applicatif, le web allait devenir un espace social au sein duquel de plus en plus de collaboration et de communication allaient se dérouler. Donc, l'objet de la thèse de doctorat, c'était de voir comment détecter, mesurer toute cette activité sociale et collaborative qui allait se dérouler dans le web et comment en faire des représentations pour offrir de l'information aux utilisateurs. Donc, cette recherche, elle s'inscrivait dans un cadre, et j'ai ici retiré 2 notions qui étaient importantes à l'époque. La première, c'est la notion d'awareness, qui est un thème qui est traité dans la littérature de travail collaboratif supporté par ordinateur, qui a été défini comme une conscience générale, une connaissance générale des activités des autres, de nos collègues par exemple, qui fournit un contexte pour nos propres activités. La deuxième notion, c'est la notion de technologie calme qui est liée, qui est décrite comme une technologie qui va engager la périphérie de notre attention. Donc si on combine ces 2 notions, et qu'on imagine, qu'on regarde, qu'on analyse ce qui se passe quand des personnes travaillent dans un espace physique commun, dans un open space par exemple, eh bien, très naturellement, on interprète des signaux, le son, le body language, les activités des autres, et très, très naturellement, on comprend quel est l'état de nos collègues et on utilise cet état pour décider quand il est approprié d'interagir avec ces personnes. La question, c'est, quand on ne partage pas un espace physique et qu'on est séparé par l'espace ou par le temps, est-ce qu'on arrive à reconstruire, avec de la technologie, les mêmes expériences? Et beaucoup de recherches a été faite sur le sujet, notamment à Xerox PARC et au MIT Media Lab. Et ce que vous voyez en haut à droite, c'est une installation qui avait été développée à Xerox PARC au travers d'une collaboration avec des technologistes et des artistes. Et c'est une installation qui s'appelait le Dangling String. Alors, comment est-ce que ça fonctionnait? À l'époque, les réseaux locaux, c'était des réseaux Ethernet et les câbles circulaient encore en dessous du plafond et étaient visibles.
Donc, ce que l'artiste ici a fait, c'est qu'elle a installé un capteur sur le câble Ethernet pour mesurer l'intensité électrique, qui était proportionnelle à l'activité et au trafic réseau qui passait au travers du câble Ethernet. Elle a utilisé un moteur et elle a mappé le niveau d'électricité avec la vitesse de rotation du moteur. Au moteur, elle a simplement attaché un long fil plastique qui pendait du plafond et qui traînait par terre. Et donc, en fonction de l'activité des gens sur le réseau, quand ils commençaient à utiliser des applications, quand ils utilisaient des mails, quand ils utilisaient l'accès à Internet, ça générait du trafic réseau, ce qui faisait accélérer le moteur et produisait des mouvements, produisait du bruit, puisque le câble en plastique traînait par terre, et permettait aux gens de détecter des choses inhabituelles. Donc on voit ce genre d'installation ne fournit pas d'informations explicites très faciles à interpréter, mais fournit des signaux qui permettent de détecter des anomalies. Et le gros avantage de ce genre d'approche, c'est qu'on n'est pas obligé de focaliser son attention. C'est quelque chose qu'on va pouvoir monitorer à la périphérie de son attention. Donc, dans la même idée, c'est quelques-uns des systèmes que j'avais eu l'occasion de développer. Hein. Donc, je vous rappelle, c'est 97-98. En bas à gauche, c'est une installation que j'avais appelée la Cyber Window. Et l'idée ici, c'était de mesurer l'activité sur un site web. Donc, j'avais mon site web personnel. Et puis, l'idée, c'était de créer des représentations, des manifestations dans le monde physique. Donc, il y avait un système où j'avais des bruits de nature avec des oiseaux, avec des animaux. Et en fonction de l'activité que je mesurais sur le site, je produisais ces sons. La première version ici était une fenêtre virtuelle sur un écran d'ordinateur, mais l'idée c'était après de construire une fenêtre physique. Et pourquoi une fenêtre? Parce qu'une fenêtre, c'est quelque chose qui permet de filtrer très naturellement. Certains moments, j'ai envie de recevoir des signaux, donc je vais ouvrir ma fenêtre sur le monde digital. Dans certains cas, j'ai envie de m'isoler, donc je vais refermer la fenêtre sur le monde digital. Sur le haut, c'est un autre système. C'est intéressant. On avait travaillé avec une des premières caméras digitales qui était faite par Kodak à l'époque, qui permettait d'écrire des scripts et d'exécuter des applications sur le téléphone. C'était une époque où des téléphones portables, les smartphones n'existaient pas encore. Et on avait un workflow où on pouvait publier comme ça des photos personnelles. Des gens pouvaient réagir à ces photos. Et ensuite, dans l'espace de la personne qui avait partagé ces moments très, très personnels, même chose, on produisait des représentations. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Et quel est le rapport avec le DevOps? Quel est le rapport avec l'expérience de développement? Alors, il y a trois choses que je vous propose de retenir de cette présentation. La première chose, c'est quand on parle d'expérience de développeur, quand on parle de DX, construire un espace, envisager un espace au sein duquel cette expérience se déroule, c'est quelque chose qui est utile. Donc ça, c'est l'hypothèse de départ que je fais. On va utiliser des outils, on va permettre de dérouler des workflows, mais ce qu'on veut, c'est construire un espace au sein duquel ces activités vont se dérouler.
Deuxième chose, on va parler de Backstage, qui est un outil open source, un framework open source qui a été développé chez Spotify. On va voir que Backstage permet de construire ce genre d'espace de manière efficace. Mais évidemment, Backstage n'est qu'un outil. Donc cet outil, cette boîte à outils va vous permettre de construire votre espace. Mais finalement, si vous voulez que cet espace devienne une maison et accueille vos développeurs, accueille vos équipes et soit vraiment utilisé, vous allez devoir y mettre du vôtre. Hein. C'est vraiment votre contribution, votre esprit qui va transformer cet environnement technique en environnement, en espace collaboratif. Et donc finalement, la troisième chose, c'est que toute cette recherche qui a été faite à la fin des années 90 sur la notion d'awareness, elle reste tout à fait pertinente. Et ce que vous allez voir dans les différentes études de cas, dans les différentes démonstrations, eh bien, c'est que c'est des notions qui continuent à m'inspirer, qu'on retrouve dans différents types de projets. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, et puis on va finalement définir quelques termes. Donc, DX, Developer Experience, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va faire un premier tour de Backstage pour voir finalement cet outil dont on entend parler, quelles sont les fonctionnalités qui sont offertes. Alors, si vous regardez Developer Experience, vous allez trouver pas mal de définitions différentes. Cet article ici, c'est une référence très intéressante qui fait un inventaire des différentes définitions du terme et des différentes perspectives. Historiquement, le terme a été proposé dans le cadre de sociétés qui développent des API, qui offrent ces API à des développeurs externes et qui font leur argent sur le fait que les API sont utilisées. Donc, très bon exemple, Twilio, qui développe des API, qui les met à disposition du monde entier et qui va survivre si les API sont utilisés pour construire des applications. Donc, pour ce genre de société, faire en sorte que les API sont faciles à utiliser, sont bien documentés, peuvent être testés dans des sandbox, peuvent être utilisés avec des librairies, c'est vital. Tout le travail sur l'évangélisation des API, l'interaction avec les utilisateurs, c'est vital pour ces entreprises. Et depuis quelques années, ce qu'on voit, c'est que les entreprises regardent ces problématiques et disent on développe en interne des composants, des API qu'on utilise nous-mêmes, que nos équipes sont censées utiliser et réutiliser. Et donc, l'idée du DX, c'est d'une part de dire, quand on va construire des composants et des API, on va les développer comme des produits. On ne va pas faire des projets de développement d'un nouveau composant. On va vraiment gérer le cycle de vie d'un produit. Et on va chercher à vendre, à assurer la promotion de ces API. Sauf que les gens ne sont pas forcément à l'extérieur, mais ça va être les équipes internes. Donc ça, c'est un aspect qui est super important. Finalement, ici, si vous lisez le texte, vous avez aussi cette notion que le but d'optimiser l'expérience de développeur, qui est finalement un sujet assez large, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que les développeurs soient dans un environnement
au sein duquel il soit le plus efficace possible et le plus productif possible. Et environnement, ça veut dire un stack technologique, mais ça veut aussi dire des processus collaboratifs et une culture. Finalement, le DX, c'est quand j'arrive le matin et que je commence à travailler, est-ce que je vais pouvoir atteindre le niveau de flow assez rapidement? J'ai parlé de Backstage, j'ai dit que c'était un framework qui avait été développé chez Spotify et qui était open source. C'est le résultat de travail qui a été fait chez Spotify sur différents aspects. Donc, Spotify a connu une croissance très grande, a toujours mis l'accent sur l'autonomie des équipes de développement et s'est retrouvé dans une situation où l'autonomie avait aussi engendré une certaine hétérogénéité qui devenait difficile à gérer et des problèmes tout simples qu'on a tous rencontrés, notamment la difficulté de retrouver et de partager de la documentation avec de la documentation qui se retrouve dans différents espaces, qui est créée avec différents outils et qui finalement est sous-utilisée. Donc, ce que Spotify a fait, c'est construire et intégrer différentes plateformes. Et puis, à un moment donné, c'est dit, il y a un socle de base qui pourrait être utile dans notre contexte à d'autres entreprises. Et c'est ce qui les a amenés à publier ce socle open source. Donc, ça fait à peu près un peu plus que 2 ans maintenant. Si vous regardez l'adoption de cette plateforme, elle est assez impressionnante. Spotify met de l'effort dans le développement de la technologie, mais aussi dans la promotion de l'adoption. Donc la communauté est assez active. Alors, qu'est-ce que c'est Backstage? C'est une plateforme pour développer des portails de développement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sur ce slide, j'ai essayé de résumer les piliers du framework. Ce qu'on voit à gauche, le catalogue. C'est la première chose qu'on voit dans Backstage. Donc, Backstage vous offre un catalogue que vous allez utiliser pour inventorier tous vos assets logiciels, tous les assets de votre écosystème. Qu'est-ce que c'est qu'un asset? Ça va être un composant logiciel, ça va être un microservice, ça va être une librairie. Mais ça va aussi être une équipe, ça va aussi être un membre de l'équipe. Donc Backstage va vraiment vous permettre de modéliser l'ensemble de votre écosystème avec des entités et avec des relations entre ces entités. Donc vous allez pouvoir dire, par exemple, ce composant implémente cette API et est sous la responsabilité de cette équipe. Vous allez aussi avoir des mécanismes pour regrouper certaines entités à différents niveaux. Typiquement, vous allez avoir plusieurs composants pour constituer un système et vous allez pouvoir regrouper plusieurs systèmes dans un domaine. Donc la première idée de Backstage, c'est de dire on va répertorier, inventorier tous les éléments de notre écosystème et on va fournir un point d'entrée unique pour pouvoir y accéder, les explorer et avoir une vue à 360 degrés dessus. Ce qui veut dire que si j'ai un composant, dans cet espace, je vais voir tant les aspects de développement, avec des informations qui reviennent du source code, qui remontent de Jira. Je vais voir les aspects prod, je vais voir les aspects humains, avec notamment des informations sur l'équipe qui gère ça.
catalogue, premier pilier. Deuxième pilier, c'est la documentation. Donc ça, c'était un des pain points de Spotify. Les docs, une partie est dans Confluence, une partie est dans Drive, une partie est dans le repo, une partie n'a jamais été écrite. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un système, et c'est une intégration de briques existantes, c'est d'avoir un système où la doc est écrite dans du Markdown et où on a le même processus pour transformer ce Markdown en pages HTML qui sont visibles au sein de Backstage. Et donc, de nouveau, cette idée que j'ai un point d'accès unique et quand je vais me connecter à Backstage pour naviguer mon écosystème, je vais avoir très facilement accès à toute la doc de la même manière. Troisième pilier, les modèles, le scaffolding. L'idée ici, c'est de faciliter la création de nouveaux composants en guidant les développeurs. Et si on définit un ensemble de bonnes pratiques, si on a une plateforme technique qui nécessite une certaine configuration, le scaffolding va nous permettre de guider l'utilisateur et finalement d'instancier des modèles de projet. Donc il y a une idée de prendre un squelette de code et d'injecter des variables dans ce squelette de code, mais ça va plus loin. On va aussi pouvoir, au moment de la création du composant, être capable de faire des appels sur différentes parties de la plateforme. Finalement, le quatrième pilier, c'est les plugins. Donc Backstage est vraiment, de nouveau, c'est un framework, donc c'est un système qui est extensible, qui va vous permettre de développer des extensions pour vous intégrer à votre environnement. Et si vous regardez ce que fait la communauté, la communauté développe toutes sortes de plugins. Donc, vous faites un portail de développeurs, vous utilisez Bitbucket, vous allez trouver un plugin Backstage pour Bitbucket. Vous avez un outil de monitoring, très probablement, vous allez trouver un plugin qui a été débloqué et qui vous permet de remonter de l'information de cet outil dans Backstage. Et finalement, ce que vous voyez sur le volet horizontal, on a une fonction de recherche qui est intégrée au travers de tous les piliers. Donc, vous allez faire une recherche, vous allez avoir des résultats qui viennent du catalogue, mais aussi qui viennent de la documentation. Et donc, ça va vous permettre de retrouver les informations très rapidement. Et le dernier élément, c'est le framework. Donc, c'est le code, c'est les librairies, c'est les utilisateurs fournis par Backstage qui va vous permettre de créer votre portail. Donc, pour rendre ça un petit peu plus concret, je vous propose une première démo. Donc, ce qu'on a ici, je vais peut-être zoomer un peu, c'est l'expérience utilisateur offerte par Backstage, plus ou moins out of the box. Donc là, je suis sur le site de démo qui est mis à disposition par le projet. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a très, très peu de configuration et de customisation qui a été faite. Donc c'est un petit peu le squelette de base. C'est ce qu'on a de base avec Backstage. Ce qu'on voit, c'est que tout de suite, le point d'entrée, on arrive dans le catalogue. Donc ce que j'ai ici, c'est le catalogue où j'ai les différents types d'entités de mon écosystème. J'ai des composants, mais j'ai aussi des utilisateurs.
Et puis, si j'ai un composant, je vais arriver sur les détails du composant, et je parlais de vue à 360 degrés avant. C'est ici où vous voyez que vous avez différents onglets, et donc cette entité du catalogue, je vais pouvoir la regarder sous un angle différent. Ce qui m'intéresse, c'est la documentation de ce composant, ou c'est un aperçu général, ou c'est un to-do. La liste des to-do, si je prends un composant, je vais avoir accès aux API qui sont exposés, qui sont en console. Donc ce qu'on voit ici, c'est que de base, j'ai finalement une base de données avec des composants, des éléments qui ont été répertoriés, et j'ai cette première interface que je peux utiliser pour naviguer et obtenir des informations. Ce qu'on verra après, c'est qu'on peut aller plus loin. Si on regarde la documentation sur le site de Démon, eh bien, on voit la documentation de Backstage, mais l'idée, c'est d'avoir la même chose pour tous les éléments. Et vous allez reconnaître ici des styles de documentation que vous avez l'habitude de voir avec la source qui est dans un repository Git écrit sous la forme de fichier Markdown. Quelques exemples ici où vous voyez que vous pouvez enrichir l'interface utilisateur et en complément du catalogue, rajouter des éléments. Deuxième démonstration ici, où on va un petit peu plus loin. Donc ici, je suis sur un autre environnement. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris Backstage et puis on a commencé à mettre Backstage à notre sauce en faisant un petit peu de customisation. Donc vous voyez qu'ici, on reconnaît Backstage. On a le menu de navigation, on retrouve le catalogue, on retrouve le lien vers la documentation. Et si je retourne dans le catalogue, on a la fonctionnalité ici de scaffolding. Donc, je vous rappelle, le scaffolding, le but, c'est de fournir un chemin pour guider les développeurs qui vont créer des nouveaux composants. Spotify parle de Golden Path avec cette idée qu'on va proposer, on va encoder les bonnes pratiques de l'équipe, de l'entreprise, directement dans le template. À quoi ça ressemble? Donc, cette série ici de boîtes, c'est les templates que j'ai définis qui font du sens pour mon organisation. Alors, je vais faire un composant que je vais appeler Demo DevOps System. Et puis, je vais lancer le démarrage. Cet écran ici, c'est un écran que j'ai paramétré. Dans ce cas-là, il est extrêmement simple. Mais vous pouvez imaginer que dans votre contexte, vous allez poser des questions supplémentaires et avoir des étapes supplémentaires. Donc, là, ici, le processus d'instanciation du composant a démarré. Il y a cette première étape de réplication du code, d'injection des valeurs dans les templates. Et puis, dans ce cas-là, je n'ai pas vraiment une plateforme sous-jacente, donc je n'ai pas d'étape intermédiaire. Mais ce que vous voyez en haut à gauche, cette liste d'étapes, c'est quelque chose que vous pouvez complètement contrôler et configurer. Et donc, si vous avez des systèmes à informer, si vous voulez démarrer de la configuration sur une partie de votre outillage, c'est là où vous allez pouvoir le faire. Donc là, mon composant a été instancié.
on voit que le code est à disposition dans Git. Dans ce template, j'ai fait la décision d'avoir le code de l'infrastructure dans le repos et dans le même repos, d'avoir deux composants qui sont le back-end écrit en Java et le front-end écrit en Vue.js. Si j'ai ce système ici, je ne vais pas faire la démo complète, mais on voit que j'ai créé un ensemble de scripts qui permettent très facilement de cloner le repos, de démarrer les deux applications sur ma machine et ensuite de builder, de publier. Si je reviens dans Backstage, on voit qu'on a un lien vers le catalogue. Et donc, le système que je viens de créer a automatiquement, directement été populé dans le catalogue. Donc, ça devient un élément de mon écosystème. Et en fait, ici, j'ai trois éléments, puisque j'ai le back-end qui est un composant, le front-end qui est un composant, et ces deux composants sont regroupés dans un système. Je peux cliquer sur la documentation. C'est la première fois que j'accède à la documentation. Et donc, Backstage va dérouler son processus de génération, de transformation du Markdown en documentation et la rendre accessible au travers du site. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a une documentation. De nouveau, l'idée ici, c'est de guider le développeur, de réduire la friction et de faire en sorte que le plus rapidement possible, il puisse rentrer dans le code de ce composant, l'étendre et l'exploiter. Ce que vous voyez ici, dans le schéma, eh bien, vous voyez que c'est du code, c'est des diagrammes qui ont été décrits sous la forme de code, ce qui fait que si vous regardez attentivement les labels de ces éléments, vous allez reconnaître le démo DevOps System, qui était le paramètre que j'avais spécifié à la première étape. Donc, avec ces deux démos, on a vu les premières fonctionnalités de base de Backstage. J'ai un catalogue, j'ai un système de documentation et j'ai mon scaffolder qui va me permettre de démarrer les projets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit cette expérience, on voit que c'est un outil qui est très technique. Donc, de base, ça va s'adresser aux équipes qui font du développement, qui assurent les opérations du composant et qui doivent comprendre comment ces éléments techniques interagissent les uns avec les autres. Et aujourd'hui, si vous regardez la manière dont Backstage est utilisé, on va vraiment être dans cette sphère-là et ça va vraiment s'adresser à un public technique. Ce qu'on va voir après, dans la présentation, c'est qu'on peut aller au-delà. Et si on veut donner une perspective à des gens qui ne sont pas forcément dans les équipes de dev, on peut très bien le faire. Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième série de démonstrations. Alors, je vous avais promis d'aller faire un tour au Brésil. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors d'abord, pourquoi le Brésil? Qu'est-ce qui nous a amenés au Brésil? Vous avez ici une photo de l'équipe de Avalia avec Karim qui est en train de pousser tout le monde. À côté de Karim, au milieu, vous voyez Rodney. Rodney habite en Suisse depuis très très longtemps, mais a grandi au Brésil, a étudié au Brésil. Il est brésilien.
en 2016, on s'est rencontrés. C'est là où on a créé Avalia Systems. Et puis, quand on a commencé à valider nos idées, quand on a trouvé des clients qui nous ont fait confiance pour faire nos premières expériences, on a eu les premières opportunités au Brésil au travers de son réseau. Et puis, c'est comme tout le temps, hein, c'est en fonction des succès, il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Et donc, très rapidement, on a eu de plus en plus d'opportunités pour faire des projets au Brésil, ce qui fait qu'on a fait grandir l'équipe au Brésil. Et aujourd'hui, on a 4 personnes en Suisse, on a quelques personnes au Portugal et à Londres, mais plus que la moitié de l'équipe est basée au Brésil, et ça reste notre marché principal. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de faire un rapide retour d'expérience sur 2 projets qu'on a faits au Brésil, qui sont liés à l'expérience de développeur au sens large, qui sont des projets au travers desquels on a essayé d'aider des équipes de développement de différentes manières. Le premier a démarré en 2017, donc rien à voir avec Backstage a priori. Le deuxième a été fait l'année passée, a été démarré l'année passée. Là, on a utilisé Backstage. Donc, ce que vous allez voir, c'est que finalement, quand on parle d'expérience de développeur, d'assistance aux équipes de développement, Backstage reste un outil, mais n'est pas la seule façon de traiter les choses. Donc, premier case study, Softplan. Softplan est une des plus grandes sociétés technologiques au Brésil, avec différents piliers. C'est notamment eux qui développent les systèmes juridiques qui sont utilisés dans les grands tribunaux du pays. Et puis, ils ont une division qui est spécialisée dans l'industrie du génie civil et de la construction, avec différents ERP, différents outils qui sont fournis à cette industrie. Donc en 2017, on a rencontré le CTO de cette division qui venait d'arriver et qui a trouvé un système avec beaucoup de dettes techniques, avec des équipes qui n'avaient pas vraiment suivi l'évolution technologique, et d'un autre côté, avec beaucoup d'ambition. En 2017, la solution était un code qui s'installait on-premise, qui nécessitait beaucoup de support. Et l'idée, c'était de transformer ça et de transformer cette solution monolithique en système SaaS avec un système extensible qui allait permettre à des partenaires d'enrichir la plateforme. Passer d'un système monolithique développé en Java, J2EE, avec vraiment pas mal de dettes techniques, à quelque chose qui devait être dans le cloud, qui devait exposer des API, qui devait pouvoir évoluer très rapidement, c'était un challenge très, très conséquent. En plus de ça, il y avait une volonté qui était de dire l'équipe n'a pas les skills aujourd'hui pour réaliser cette vision, mais on ne va pas remplacer l'équipe. Ce qu'on veut, c'est trouver le moyen de mobiliser les gens, de les mettre à niveau et de créer une nouvelle dynamique. Ça, c'était la volonté du CTO. Et donc, ce qu'on a fait, on a eu la chance de pouvoir travailler avec cette entreprise. On a démarré avec un assessment. Les assessments et la manière de faire des assessments, c'est une des choses qu'on sait faire chez Avalia. Et puis l'idée après, c'était
de faire des expériences, d'itérer pour voir comment on pouvait aider les équipes à s'améliorer. Et donc, c'est des choses qui sont très concrètes. D'autres choses qui sont plus fantaisistes et exploratoires. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un petit peu le chemin au travers duquel on est passé. Donc, première étape, assessment. Une des choses qu'on fait chez Avalia, c'est récolter des données logicielles. Les données logicielles, c'est toutes les données qui sont produites pendant le développement et l'exploitation du logiciel. Le code, l'analyse statique qui est faite sur le code, les commits qui sont faits dans Git, ce qui se passe dans votre Jira, ce qui se passe dans votre Confluence. Et donc, l'idée, c'est de récupérer ces données, de les traiter, de les visualiser pour comprendre, essayer de comprendre, pour essayer de trouver des pistes pour expliquer ce que veulent dire les données. Et donc, si vous revenez sur ce que je disais tout au début de la présentation, quand je parlais d'awareness sur le web, quand je disais finalement le web va devenir un espace au sein duquel les gens font des activités, le web, ce n'est pas simplement une librairie de documents, mais on retrouve la même idée ici. Toutes ces données que je vais pouvoir récupérer, traiter, analyser, c'est quelque chose qui, au final, représente une activité humaine collaborative qui est le développement logiciel. On travaille avec des métriques, mais évidemment, le point ici, c'est que les systèmes ne vont pas fournir des réponses. Les systèmes vont permettre aux experts de poser des questions. Je n'ai pas d'activité dans ce repo Git depuis 6 mois, ou une personne qui a développé 80% du code dans ce repo est plus visible depuis 2 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec ces données, on ne va pas pouvoir être strict, mais on va dire qu'il y a quelque chose d'étrange. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les données, d'utiliser l'analytique pour dialoguer avec les équipes et faire ressortir ces aspects qualitatifs. Et donc, c'est ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est la première photo en haut. C'est quand on fait l'analyse, on a présenté ces données, on les a discutées avec l'ensemble de l'équipe. Donc là, il y avait à peu près une centaine de personnes. Et c'était l'assessment initial. Donc on faisait une évaluation de ce système legacy avec énormément de techniques, avec des pratiques de développement qui n'étaient pas à jour. Et c'était la première fois qu'on faisait cet exercice. Et donc, la question, c'était comment est-ce que les gens vont réagir? Finalement, est-ce qu'ils vont se dire, ah, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui nous jugent? Est-ce qu'on va mettre les pieds au mur? La réaction a été complètement opposée. Parce qu'on avait des données, parce qu'on les présentait, mais aussi parce qu'on les présentait pas en critiquant les personnes, mais en regardant l'état d'un système qu'on allait vouloir améliorer ensemble, la réaction a été super positive. Donc ça, c'est une des choses, parce que quand on parle de métrique et d'audit, très souvent, il y a cette perception et cette réaction de dire « Oh, mais il faut faire attention ». Les gens vont trouver des moyens de contourner les métriques, les gens vont se sentir observés, contrôlés. Ça dépend de la manière avec laquelle on fait les choses. Mais ces données-là, si on reconnaît le fait qu'elles ne sont pas parfaites, qu'on ne va pas pouvoir directement
tirer des vérités des données, mais que c'est un outil pour faciliter des conversations entre les gens. On a quelque chose de très puissant. Suite à l'audit, on a fait là vraiment des choses très concrètes où on a mis en place des outils, fait des formations. Et un des sujets, c'était la migration de TFS à Git, avec l'apprentissage des pratiques de développement, des workflows de développement. Et puis quand on a fait ça, on discutait avec le CTO, et puis il nous disait, alors c'est bien, les cours, c'est important, mais il y a un truc qui m'inquiète, c'est que finalement, les gens, ils viennent au cours, ils fassent la formation Git, mais qu'ils ne s'approprient pas vraiment l'outil. Et du coup, qu'on ait l'impression qu'ils aient acquis les nouvelles compétences, mais que le jour où on fait la migration de TFS à Git, que là, les gens ne soient pas vraiment à jour et qu'ils n'aient pas vraiment intégré cette nouvelle façon de travailler. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour éviter ce risque? Et puis ce qu'on a fait là, et c'est là où j'en parlerai après, ce qui était intéressant, c'est que ce client était intéressé d'essayer des choses. On a gamifié l'expérience. Et donc ce que vous avez en bas, c'est un aquarium où chaque poisson représente un développeur. Dans la formation, et je vois qu'il y a des anciens étudiants de Yverdon qui ont fait cette procédure d'apprentissage de Git, c'est un workflow très simple. Donc, je fais une issue, je fais une PR, je fais la modification de code. C'est un workflow que je peux faire en une dizaine de minutes. L'idée, c'est qu'il faut la faire plusieurs fois pour que ça devienne naturel. On fait de l'analytique, on est habitué à extraire des données et à inférer de l'activité qui se passe dans le code. Et donc, dans mon aquarium, si les développeurs régulièrement, tous les jours, font une ou deux fois la manipulation, leur poisson va remonter à la surface. S'il s'arrête, le poisson va descendre. Donc, finalement, après, cet aquarium, il est dans l'espace public, il est à disposition de tout le monde. Comment est-ce que les gens vont réagir? Et de nouveau, ça dépend de la manière dont laquelle c'est introduit. Mais ici, ce qui était intéressant, c'est que le fait d'avoir l'aquarium, c'est ce qui a poussé les gens à discuter entre eux. Forcément, la première fois, on veut voir son poisson bouger, donc on fait la manipulation au moins une fois. Mais après, c'est au café ou devant l'aquarium, on va discuter, on va commencer à parler de Git. Et pourquoi est-ce que c'est pertinent de passer à Git? Donc, c'est les effets de bord qui sont intéressants ici. Donc, ça, c'était la première expérience. Après, on a fait toutes sortes de choses où on a écrit des histoires où l'idée, c'était justement, on calcule des métriques, mais si on présente les métriques dans un tableau de bord, ça ne va pas avoir d'impact et finalement, les gens ne vont pas vraiment comprendre ce que ça veut dire et ça ne va pas forcément les mettre en mouvement. Donc là, l'idée, c'était de faire un travail éditorial et, par exemple, au niveau de la dette technique, l'idée ici, c'était de dire, ben voilà, ça c'est ce qu'on voit dans Sonar. Vous avez 653 ans de dette technique à rattraper. Mais si on visualise les issues sur cet axe, vous voyez que vous avez des blocs. Et si vous commencez à travailler sur ces blocs, et si vous prenez un jour pour faire péter une de ces grosses bulles,
vous aurez commencé à travailler. Et donc, ce genre d'utilisation, de contextualisation, d'explication des données, c'est là où vous allez vraiment avoir un effet. Dernière chose qu'on avait fait ici, c'était ces données qu'on collecte, on pourrait aussi les mettre à disposition des équipes pendant les rétrospectives pour que les discussions puissent s'appuyer, s'ancrer sur des évidences. Finalement, c'est ça le plus important, c'est que toutes ces choses qu'on a faites ont vraiment donné un coup de boost à l'équipe et ont été accueillies par l'équipe. Et vous voyez ici l'équipe après la migration à Git, avec l'aquarium au milieu de la pièce, et puis notre ami brésilien qui tient la Coupe du Monde en dessous de l'écran. Donc, on a eu la chance de travailler avec Softplan. Toutes ces expériences, elles se sont déroulées sur une durée assez longue. Et puis, à un moment donné, le CTO nous a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et ce qu'il a dit, toutes ces expériences, toute cette utilisation des données, c'est quelque chose qui était super utile. On voit que ça a vraiment changé le mindset des équipes. Ce qui est dommage, c'est qu'elles sont peu intégrées. Finalement, il n'y a pas un espace unifié qui va me permettre de retrouver l'ensemble. Et il avait utilisé le terme de maison. Quand j'utilise les outils Avalia, je n'ai pas l'impression d'être dans une maison. Et donc, quand je parlais au tout début de portail de développeurs, du fait qu'avec Backstage, vous alliez pouvoir créer un espace, mais que finalement, c'est ce que vous alliez mettre en termes de design et de fonctionnalité qui allait le transformer en maison, c'est inspiré par cette remarque ici. Et donc, pour nous, c'est là où Backstage est intéressant, c'est que ça va vous permettre de faire cet environnement au sein duquel vous allez pouvoir intégrer ces différents types d'outils. Deuxième retour d'expérience, alors là, c'est beaucoup plus directement axé sur Backstage. C'est une société qui s'appelle Neoway, qui est un des leaders sur l'analytique, qui a été racheté par B3, qui est la société qui gère la bourse de Sao Paulo. Et Neoway a vraiment mis l'accent sur le design organisationnel. Hier, il y a eu une présentation sur Team Topologies et sur l'intérêt de décrire les interfaces des équipes de développement au travers d'API d'équipe. C'est une des choses qu'on a fait dans ce projet. L'idée ici, l'objectif, c'était de renforcer cette culture d'autonomie et de responsabilité. Et puis, c'était de traiter un problème qui devenait de plus en plus sérieux, qui était la complexité de l'écosystème. Société en grande croissance, de plus en plus de composants, de plus en plus d'équipes, et une difficulté à appréhender tout le système. Donc, Neoway avait commencé à évaluer et à utiliser Backstage, mais plus ou moins avec une expérience out of the box. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est enrichir cette expérience et finalement étendre le framework de base pour rendre le portail plus riche et puis capable de répondre à ces problématiques de base. Donc, vous avez ici quelques exemples de choses qu'on a fait. À gauche, visualisation de données. Au lieu d'avoir le catalogue des entités qui est simplement ce long tableau,
c'était une visualisation pour générer des cartes interactives qui facilitent l'appréhension et la navigation de l'écosystème. En haut à droite, Team Topologies. Au lieu de décrire ces API d'équipe dans Confluence, dans des endroits différents, l'idée ici, c'était de les intégrer à Backstage. Et donc, très facilement, je suis une nouvelle personne, j'ai envie de comprendre ce que font les différentes équipes, j'ai besoin de poser une question à une équipe, je vais trouver ces informations dans cette partie du portail. Et puis la dernière chose, on revient sur cette idée de métrique et d'analytique, où on a mis en place un système générique pour pouvoir récolter différents types de données, par exemple de GitHub, et puis finalement de remonter. Donc ça ici, c'est la vue de base où on voit qu'on est capable de visualiser dans les widgets l'activité. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on commence à faire des analyses de plus haut niveau. Donc ça, c'était un travail de préparation et de plomberie. Je vois que le temps file. La dernière chose qu'on avait fait, c'était pour faciliter l'assessment. On a développé chez Avalia un système, un framework pour évaluer la maturité et la satisfaction de l'expérience de développement. Et donc, on a développé un plugin dans Backstage pour faire ça. J'ai jusqu'à 10 heures. Hein. Oui. Pour terminer ce volet ici, expérience de travailler au Brésil, cet appétit pour l'expérimentation. De nouveau, on est arrivé, on avait des idées parfois assez farfelues. Les gens nous ont fait confiance et on a appris ensemble. Deuxième point, on a travaillé avec des gens très talentueux techniquement. C'est une denrée rare, un peu comme partout. Et les entreprises investissent beaucoup dans les aspects culturels. C'est un grand marché, mais en même temps, on a l'impression que tout le monde se connaît. Et puis finalement, c'est des gens qui sont extrêmement chaleureux. Et donc, travailler au Brésil, ça rend le partage de connaissances très agréable. Ce que je vous propose ici, c'est de revenir sur Backstage et puis de voir concrètement si on a envie de l'utiliser, si on a envie de démarrer, comment est-ce qu'on fait. Et donc, l'idée ici, c'était de dire, si je prends un thème, et on s'est inspiré d'un des thèmes de la conférence, qui est la réduction de l'impact écologique de l'IT, est-ce qu'on arrive à amener ça dans Backstage? Comment est-ce que Backstage, ou un espace créé avec Backstage, permet de traiter ça? Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arriverait à mettre les gens en mouvement, à mobiliser les gens pour qu'il y ait cette prise de conscience. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une nouvelle itération sur DXHub. Et ce que vous voyez, c'est que on reste dans Backstage, le catalogue est toujours là, mais le point d'entrée, on est dans quelque chose de plus large. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a ici différentes perspectives. Donc l'idée ici, c'est bien sûr, j'ai des développeurs qui vont être intéressés par ce qui se passe dans la tech, mais j'ai mon CEO, j'ai mon responsable des ressources humaines, qui vont aussi être intéressés de savoir ce qui se passe dans cet écosystème. Et donc, ici, ce qu'on a rajouté au-dessus de Backstage, c'est cette personnalisation, cette contextualisation, cette traduction. Et si on regarde le contenu avec des newsfeeds, avec une explication de certains concepts,
on va utiliser un langage qui est compréhensible par la personne. Pour notre use case, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a rajouté cet onglet qu'on a appelé Sustainable Bits. Et l'idée, c'est de travailler sur 3 volets. Premier volet, awareness, sensibiliser les gens, leur donner accès à de l'information. Deuxième volet, action, les mettre en mouvement et les aider à appliquer des bonnes pratiques. Et troisième volet, achievement. On les a sensibilisés, ils ont commencé à travailler, est-ce qu'on va pouvoir mesurer un impact? Et ce que vous voyez ici, c'est que ces différentes briques, ces différents éléments de l'interface utilisateur, c'est des choses qu'on a rajoutées dans Backstage. Et donc, si je reviens sur la présentation, et le but ici, ce n'est pas de faire une démo complète, mais démarrer un projet avec Backstage. Backstage, ce n'est pas un outil qu'on installe et qu'on configure, c'est un framework applicatif qu'on utilise pour développer notre application, notre maison. Et donc, finalement, quand vous commencez à utiliser Backstage, vous vous retrouvez dans du code avec une partie serveur, avec une partie cliente, et la construction de votre maison, vous allez la faire avec des composants React que vous allez customiser. Donc, ce qu'on a fait derrière, c'est un système où on va extraire des données dans différents sites et on la met à disposition de l'interface utilisateur. On retrouve ces 3 étapes, awareness, actions, achievement. Ce qui est intéressant, c'est que les différentes briques et fonctionnalités de Backstage qu'on a vues avant, au début, elles sont utiles sur ces 3 étapes. Première étape, si j'ai envie de présenter de l'information, de la documentation, c'est la partie interface utilisateur de base. Le fait que j'ai un scaffolder et des templates, ça va me permettre d'appliquer les bonnes pratiques directement dans les templates. Et puis, il y a une troisième partie de Backstage dont on n'a pas parlé, c'est ce qui s'appelle Tech Insights, où vous allez pouvoir, de manière continue, regarder le delta entre la situation actuelle et une situation désirée, ce que Spotify appelle le Golden State. Donc, j'arrive au bout de la présentation. Il y a juste une dernière chose. Je ne pouvais pas terminer la présentation sans parler de ChatGPT et de l'impact de ChatGPT sur ce qu'on fait. Et donc, je vous montre ici une démo, et puis je suis dans la conférence, donc je peux refaire cette démo avec plus de temps et plus d'explications, donc n'hésitez pas à venir vers moi. Je vais juste faire ici cette démonstration. Ce que vous voyez là, c'est un dialogue qui est reconstitué, mais chaque étape du dialogue a été implémentée dans un workflow. Il y a eu une séance hier où on a vu qu'on pouvait utiliser ChatGPT pour extraire du contenu, construire des applications. Et dans cette présentation, c'était un dialogue avec l'agent et finalement des actions prises par le développeur. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé ChatGPT et un outil qui s'appelle LangChain, qui permet de construire des pipelines et automatiquement de réagir à ce que ChatGPT nous dit. Et donc, l'expérience qu'on a fait ici, c'est de dire, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans l'équipe de développement. L'agent va dire, OK, je peux faire ça, mais il faut que tu me donnes des données. Donc, le point de départ, ça, c'est quelque chose qu'on a fait avant de commencer avec ChatGPT.
on a fait une extraction des 100 dernières issues modifiées dans le repo de Backstage sur GitHub. On a un fichier CSV. Ce fichier CSV, on l'envoie à ChatGPT. Donc, vous avez ici le titre des colonnes. Et on demande à ChatGPT de nous dire quelles questions il pourrait poser pour avoir une idée sur ce qui se passe dans l'équipe de développement. ChatGPT nous dit « J'aimerais savoir la distribution des issues en fonction de leur état, ouvert ou fermé. J'aimerais avoir l'issue qui a reçu le plus de commentaires. J'aimerais avoir le temps moyen de résolution d'une issue. J'aimerais avoir la distribution des labels et j'aimerais avoir l'issue qui a été modifiée le plus rapidement. » Ces questions-là ont été proposées par ChatGPT. Deuxième étape, je t'ai donné un fichier CSV, tu m'as proposé des questions. Est-ce que tu es capable d'écrire du code Python qui permet de répondre à tes questions en travaillant sur le fichier CSV? ChatGPT dit oui. Et si vous lisez le dialogue, vous verrez que le code Python qui est exécuté, c'est là où LangChain va vous permettre de récupérer cet output, d'exécuter le code Java, Python. Vous avez les choses. Et puis, la dernière étape, c'est de dire, mais finalement, là, tu me donnes juste des statistiques. Est-ce que tu peux mettre ça dans du texte? Et vous voyez que vous avez le rapport. Donc, je termine maintenant. Juste qui est Naka. Voilà Nakamura, qu'on appelle Naka. Et puis, si vous voulez revoir cette démo et si vous voulez plus d'explications sur ce qui se passe, vous pouvez me contacter à cette adresse.